Bonjour à toutes et tous. Donc, Henrietta et moi-même travaillons à Unidistance. Unidistance est une université en Suisse et qui est membre de la FIED. Absolument. Et donc, notre université part d'un modèle hybride avec 5 regroupements en présence sur un semestre par module. Et puis, bien évidemment, pendant la pandémie, on a dû changer notre fusil d'épaule. Donc, je me rapproche du micro. Donc, on fait une présentation à deux voix avec Henrietta, puisqu'on a dû consulter l'ensemble de nos publics, enseignants et étudiants, pour imaginer ce qu'on allait conserver de la pandémie. Des bonnes pratiques, du passage au tout à distance, que ce soit en matière de regroupement, d'examen, de tutorat, de suivi. Donc, quelques mots sur le plan de la présentation, de quelques mots de contexte, quelle méthode on a utilisée et puis les résultats que l'on a obtenus à travers ces consultations. Donc, nos étudiants déjà sont âgés, 37 ans en moyenne d'âge, majoritairement en emploi, en famille, 66% de femmes qui étudient. Donc, ces mots d'intro, qu'est-ce qu'on veut conserver pour l'avenir, nous a nécessité d'organiser une consultation dont on peut voir ici les différentes étapes. Ces différentes étapes, ça a été bien évidemment des sondages que nous avons faits pendant le printemps et l'été 2020, sondages auprès des étudiants, sondages auprès des enseignants. On a également analysé toutes les données qui étaient à notre disposition en termes de résultats. On a étudié également le drop-out. Est-ce que nos étudiants ont abandonné? Est-ce qu'ils ont moins bien réussi que les années d'avant? On a étudié ces données-là. On a commencé par organiser une consultation des équipes enseignantes. Ça, c'était au mois de mai. On a organisé ensuite une consultation des étudiants, c'est ce qu'on va vous présenter, c'est le pavé orange qui est sur ce processus de co-construction de l'université du futur, comment est-ce qu'on se voit dans le futur. Fort de ces résultats des consultations étudiantes, on est revenu près des enseignants avec voilà ce que nous disent les étudiants. Donc voilà ce que disent les étudiants, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et puis, on est également, à l'issue de cette deuxième phase de consultation des profs, élaboré des synthèses et on a consulté également les responsables de diplôme pour leur présenter l'ensemble de ces éléments. Bien évidemment, l'idée, c'est que ça nous permette d'élaborer une nouvelle stratégie d'enseignement, de positionnement de l'institution dans le paysage des universités à distance. Pour nous, bien évidemment, les préoccupations, c'est la réussite du projet de formation des étudiants, éviter l'abandon, comprendre en tout cas s'il y avait des abandons supplémentaires, indépendamment de la pandémie, réduire les attentes entre le fossé entre les attentes et puis le vécu de ces étudiants et faire évoluer notre modèle. Pour ça, on a utilisé des méthodes de design spéculatif en se disant, on sait que ça va évoluer, on ne sait pas dans quelle tendance, on ne sait pas vers où. Essayer d'aller au-delà de notre sentiment à travers un futur prédéterminé. Donc, on a essayé de consulter tout le monde. Les étudiants que nous avons consultés, ça s'est fait sous forme de workshop. On a fait 12 workshops pendant l'été. C'est des workshops en ligne qui regroupaient à chaque fois entre 4 et 5 étudiants sur lesquels, alors on est bilingue, on a trilingue aujourd'hui puisqu'on a des formations en français, en allemand, en anglais. Donc on avait regroupé par langue aussi ces étudiants dans ces workshops. Et on a eu au final 44 participants dans ces ateliers, dont la proportion, on peut le voir ici, des étudiants, les caractéristiques sociodémographiques des étudiants que vous pouvez lire, 85% d'emploi, plus de la moitié avec enfants à charge et notamment quelques étudiants à l'étranger.
On a essayé de regarder si les étudiants qu'on avait dans ces workshops étaient représentatifs de l'ensemble de nos étudiants. Donc, la réponse est plutôt oui. On a regardé si c'était des étudiants qui étaient en début de parcours ou en fin de parcours. Donc, on a ce premier graphique ici qui nous montre un petit peu la répartition des étudiants majoritairement, ici, on le voit, qui étaient au 3e semestre d'études chez nous. L'approche qu'on a utilisée pour les faire parler, ces étudiants, pour les faire produire, c'était une approche en 4 phases. Vous savez, on arrive dans un workshop et puis on a des choses à dire, on a des idées préconçues et c'était la première question: de quoi avez-vous besoin pour une expérience d'apprentissage exceptionnelle? Donc chacun y allait, il remplissait, ça s'est fait sur un Miro, un tableau partagé, et chacun remplissait ses post-it dans cette partie bleue. Et puis ensuite, il y avait une phase en commun de discussion sur finalement, c'est quoi un module idéal? Et on leur demandait de créer ce module idéal à partir des inputs qu'ils avaient pu faire sur leurs premières idées. Ensuite, on leur a demandé de dessiner une expérience d'apprentissage exceptionnelle. Donc, vous allez voir, on a quelques dessins. Ça se dessine, une expérience. On a trouvé ça. Et puis, à la fin de ce temps, introduction individuelle, puis travail collaboratif, on leur a demandé de nous faire un feedback individuel à la fin de ce cycle de consultation. Un exemple ici, au niveau des productions des ateliers, qu'est-ce que c'est qu'un module idéal? Donc, on leur a fait renseigner qu'est-ce qui devait se faire de façon synchrone, qu'est-ce qui devait se faire de façon asynchrone. Alors, en asynchrone, bien évidemment, il faut mettre le matériel pédagogique à l'avance. On ne veut pas être obligé de venir au regroupement, c'est-à-dire que ça doit être optionnel. On n'est pas... beaucoup nous ont indiqué les travaux de groupe pendant le semestre. Et puis, à la fin du semestre, vous voyez cette ligne temporelle, l'idée d'avoir également des examens blancs systématiques, c'est-à-dire pouvoir travailler, se positionner pour se préparer aux séances d'examen terminaux lorsqu'il y en a. Voilà un petit peu donc ce qu'ils nous ont produit. C'est un exemple. Voilà un exemple de ce qu'ils nous ont dessiné en termes d'expérience d'apprentissage exceptionnelle. Donc, on voit des schémas. Très souvent, la zénitude incarnée par cette image est revenue, c'est-à-dire que nos étudiants, finalement, sont stressés et qu'il faut les déstresser. Pour ça, le travail de groupe est plutôt intéressant. Et puis, il y a également l'idée d'avoir des événements terminaux à la fin, au-delà des examens, de pouvoir d'avoir une forme de communication entre eux et avec l'équipe lorsque le semestre est fini. Voilà un petit peu ces apprentissages d'exceptionnels qui nous ont décrits. Et puis, la phase de feedback individuel, après cette expérience collaborative, ils se sont repositionnés sur ce qu'ils voudraient avoir dans cette université à distance du futur. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez tout particulièrement avoir à l'avenir? Qu'est-ce que vous ne voulez surtout plus voir? Et puis, quels autres trucs que vous voulez nous dire? Là, un petit peu au niveau des feedbacks individuels. Donc ça s'est fait pour chacun des 12 workshops. Et puis ensuite, on a donc analysé l'ensemble des productions de ces 12 workshops. Donc, voilà à quoi ça pouvait ressembler. On a travaillé sur Miro, on a regroupé tous les workshops, ils avaient été sur des Miros séparés pour ne pas confondre les participants. On a tout regroupé sur un Miro. On a fait une analyse thématique et des images de ce qui avait été écrit, des notes qu'on avait pu prendre. Et on a donc regroupé autour de certains thèmes. Là, c'est une image du produit final où on partageait à la fois ce que les étudiants avaient produit et ce que les enseignants avaient produit. On a gardé juste les parties qui nous semblaient importantes aujourd'hui pour le thème qu'on voulait partager avec vous. Donc, au centre, on avait mis tout ce qui était
chose assez générale, donc la flexibilité qui est au cœur de ce dont nos étudiants ont besoin. Le respect, parce que nos étudiants sont des adultes, ils veulent être traités comme des adultes responsables. Les ressources à l'avance, par exemple, qui aident à travailler à leur propre rythme, ce genre de choses. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie tourne tout autour du social. Le besoin d'interaction est très important, tout aussi important à distance. Donc, encourager les interactions sociales et académiques, une app sociale ou le travail en groupe, tout ça, j'ai mis ensemble. Ensuite, on a les apprentissages actifs et les formats innovants. Et enfin, après, session synchrone, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on fait dans un cours quand on se rencontre? Et le dernier point, c'est les examens et le feedback à distance. Donc, j'ai développer chacun de ces points avec l'analyse des résultats. Et je pense que ça rentre tout particulièrement dans le cadre. En fait, c'est pas plus mal qu'on passe en premier parce que d'une certaine façon, c'est de quoi ont besoin, comprendre de quoi ont besoin nos étudiants pour ensuite offrir cette différenciation, offrir cette diversité d'approches. Donc, d'abord, pour réussir, nos étudiants, ils ont besoin de flexibilité. Hewson dit une identité étudiante dominante n'est pas réaliste pour les étudiants en ligne. Par nécessité, ces étudiants mettent leur famille en premier, le travail en second, les études en troisième. Ce n'est pas leur choix, c'est un fait. Les études doivent arriver après les autres éléments et donc on doit prendre en compte ça. Donc, il parlait de ressources accessibles en début de semestre. On n'a jamais posé de questions tout au long de ces ateliers. On n'a pas demandé s'ils aimeraient ça. C'est vraiment des choses qui sont venues d'eux-mêmes. C'était clairement très important. Traiter les étudiants en adultes responsables, flexibilité pour les devoirs. Et ça, c'était un thème très important, cet équilibre entre la flexibilité, mais une structure. Nos semestres sont structurés et ça les aide à avancer. Mais donc, ils veulent les dates butoirs pour rendre les devoirs, mais si quelque chose se passe, ils veulent qu'on puisse les bouger aussi. C'est vraiment une attention aux besoins de chacun et d'être flexible à l'intérieur de ce cadre qui leur offre un soutien pour avancer dans leurs études. Les post-it sont à chaque fois des citations d'étudiants, des choses que les étudiants ont écrites. Donc, le deuxième point très, très important, ils ont besoin d'interaction. En ligne, l'enseignement se fait avec des interactions pour être un enseignement de qualité et ils en avaient besoin, ils le voulaient. C'était aussi quelque chose d'important pour nos profs. Quand on demandait de quoi vous avez besoin quand vous êtes passé tout en ligne, c'était toujours les interactions qui manquaient, qui étaient le plus difficiles à créer, etc. Donc, c'est partagé par les deux. On a besoin de créer ces interactions et de les soutenir. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire on a besoin d'interactions et les étudiants vont se débrouiller. Il faut vraiment les créer, les soutenir, donner les outils, mais aussi créer ces possibilités. Donc, ils ont donné pas mal de pistes, des discussions, ouvrir les salles de Zoom avant et parler à ces étudiants, laisser les salles de Zoom ouvertes après pour que les étudiants parlent entre eux ou pour que le prof réponde à des questions informelles. Et j'ai vu ça marcher. Et comme dans la salle de cours ici, à la fin du cours, il y a toujours un ou deux étudiants qui viennent et qui posent des questions qu'ils n'ont pas osé poser. On peut faire la même chose dans une salle Zoom. Encourager la socialisation par des petits groupes, des salles ouvertes. On est en train d'essayer ça chez nous, de laisser des salles ouvertes en permanence pour que les étudiants puissent se rencontrer en ligne. Voilà, donc interaction au centre. Un apprentissage actif et des formats innovants. Ils étaient vraiment très demandeurs de tout ce qui est absorption de connaissances passives. Ils se rendent bien compte que ça ne marche pas. C'était aussi souligné par les profs. Ils veulent développer des niveaux cognitifs supérieurs. La mémorisation, ils ont beaucoup d'étudiants ont dit on ne veut pas de mémorisation, ou on accepte qu'il faut mémoriser certaines choses, mais ce qu'on veut, c'est pouvoir appliquer
la théorie dans la pratique. On veut vraiment utiliser cette théorie, on ne veut pas juste l'apprendre. Et intégrer les connaissances et les expériences des étudiants, ça aussi, c'était très valorisé. Ce sont des adultes qui ont une expérience souvent de travail, peut-être dans ce milieu-là, peut-être dans d'autres milieux, mais à ramener ça dans la classe, à enrichir la classe. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi partagé par nos enseignants. Ils disent souvent qu'ils aiment enseigner chez nous parce qu'ils ont des étudiants qui leur apportent quelque chose aussi différent des étudiants traditionnels. Avant, je pense. Oui. Des sessions synchrones, pourquoi faire? Ils demandent des sessions synchrones. Gros débat sur est-ce qu'on retourne en présence, est-ce qu'on reste à distance ou un compromis. On fait du bimodal. La plupart voulaient rester à distance, mais aimeraient peut-être une fois se rencontrer. Pour certains étudiants, c'était très important de venir. C'était leur journée. Sans la famille, sans les enfants, sans le travail, ils consacraient cette journée à leur éducation et c'était vraiment très apprécié. D'autres voulaient surtout pas venir, c'était trop compliqué, trop loin, ça coûtait trop cher, ça marchait pas. Donc vraiment des besoins très très différents. Est-ce que le bimodal est la solution? Beaucoup ont dit oui, ben comme ça tout le monde est content. On n'est pas encore convaincu. On y réfléchit encore, en tout cas. Mais par contre, ils étaient tous d'accord, pas d'obligation. Avant, on avait une obligation de 3 présences. Ça, ils veulent plus d'obligation. En Suisse, les universités traditionnelles n'ont pas d'obligation. C'est un peu bizarre que nous, on en ait. Et ça, c'était très clair, ils n'en veulent pas. Les profs sont moins sûrs. Eux, ils aimeraient bien que les étudiants soient obligés de venir. Des sessions enregistrées, là encore, unanimité sur oui, on veut des sessions enregistrées, c'est très utile si on rate une session, si on doit revoir, si on n'est pas de langue maternelle, on a pas mal de langues maternelles de non-français. Donc, ça, c'était vraiment important, mais peut-être pas tout. Si on étudie la psy et on partage des choses privées, ça, on peut couper. Et enfin, des sessions synchrones, pourquoi faire? Ça, c'était la grosse question. Enfin, un point très, très important pour les étudiants, c'était clair, c'est pour entendre parler quelqu'un, ce n'est pas la peine. Une vidéo, ça marche tout aussi bien. Ils veulent venir en session synchrone, à distance ou en présence, mais pour pour échanger avec les enseignants, pour échanger avec les étudiants. Et les échanges avec les étudiants étaient tout aussi importants. C'était vraiment quelque chose qu'ils valorisent. Pour les examens en ligne, une très forte majorité en faveur des examens en ligne, rester en ligne. Il y a quelques personnes qui n'étaient pas trop chaudes, mais vraiment une ou deux, c'était pour des questions techniques. Ils avaient peur que la technologie ne marche pas. Encore une fois, en ligne, nos étudiants sont parfaits, ils aiment bien l'alignement pédagogique, donc ils veulent des activités de niveau cognitif supérieur, ils veulent des tests aussi, pas de QCM, de mémorisation, ils voulaient vraiment des tests exigeants. Des examens blancs, c'est revenu dans tous les ateliers très très importants. La recherche le justifie complètement. Donc, ça renforce l'apprentissage et eux en demandent pour être rassurés, pour s'entraîner, pour savoir ce qui est attendu. Des critères d'évaluation clairs, communiqués à l'avance. Et du feedback. Ils ont tous demandé du feedback. Enfin, beaucoup de gens ont demandé du feedback sur les examens finaux. Très souvent, les examens finaux, ils passent un peu à l'as. Là, c'était vraiment important pour eux. Ouais, pas de contrôle vidéo. Certains ont noté que vraiment, c'était très intrusif. Ce n'était pas une solution qu'ils aimaient. Des fois, il faut, mais il faut faire attention. Voilà. Donc, en guise de conclusion, nos étudiants ont demandé ce qu'on retrouve dans la recherche tout le temps. Il faut une présence sociale, il faut une présence cognitive, enfin, j'aurais dû commencer avec cognitif, sociale, et une présence de l'enseignement. C'est le modèle de Community of Inquiry de Garrison. Et vraiment, on avait l'impression qu'il l'avait lu. Je
suis sûre donc, vraiment, ces 3 éléments sont fondamentaux. Et on avait l'impression qu'il poussait vers cette espèce de nouvelle université sans mur, d'apprentissage hybride dans le sens Northgard, un apprentissage ouvert sur beaucoup d'endroits. On n'est plus dans une université, une salle fermée, un cadre unique, mais on est dispersé potentiellement dans le monde entier. Et c'est toutes ces connaissances, donc l'université amène ces connaissances dans les maisons, dans les emplois de ces personnes, et ces personnes amènent leur expérience dans l'université, cette université Networked University, et je pense que c'est quelque chose j'espère que c'est quelque chose qu'on pourra continuer à développer. Voilà, merci, et vous aurez les références, on partagera, je pense, après, si vous avez des questions. Merci. Questions? Oui, alors on a du temps pour les questions. On pose normalement de mettre en pause. Oui, mais on a une présentation de moins. Voilà, c'est pour ça qu'on a un temps pour les questions. Voilà. Donc on a un petit peu de temps On pour a les toujours 10 questions. minutes pour les questions. Pierre, oui. Oui, bonjour, merci pour le projet qui est très différent, stimulant, des améliorations de qualité qu'on pourrait mettre en œuvre si on travaillait vraiment ces demandes-là qui me paraît difficile à maîtriser là-dedans, c'est que des fois les demandes peuvent être un peu contradictoires. Ils veulent beaucoup de matériaux pédagogiques au début, très peu de contraintes, pas du tout d'obligations. Mais dans ce cas-là, comment est-ce que vous avez plus d'engagement? C'est bien qu'à distance, ça peut fondre un peu comme une neige au soleil. Et donc, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit une structure qui maintienne le degré d'engagement. Et ça peut passer par des formes d'obligation. Alors, ils disent qu'ils veulent quand même un calendrier. Un calendrier, ça les oblige quand même à quelque chose. Donc, il y a des choses qui sont des fois un petit peu presque contradictoires. Et il faut trouver le juste milieu là-dedans et faire que quand il y a des obligations, elles soient bien comprises comme des obligations au service du processus d'apprentissage. Oui. Le problème, c'est qu'il y a différentes catégories d'étudiants. Il y en a qui ont telle demande, d'autres telle demande. Donc, oui. Tous les peut-être pas réunis dans la seule. Alors, ça, c'est vrai. C'est vrai que dans les sondages qu'on a fait, on a identifié les proportions d'étudiants qui voulaient revenir à de la présence, ceux qui ne voulaient surtout pas revenir à de la présence. Effectivement, il n'y a pas un consensus. Après, les résultats qu'on a faits sont des résultats qu'on a donnés à l'ensemble des équipes enseignantes de l'université qui s'en emparent et qui font des choix par rapport à ces injonctions paradoxales telles qu'elles peuvent exister. Donc là, c'est toute la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces informations des étudiants? Donc, il y a des choix qui sont au niveau de la gouvernance, qui vont aboutir par un nouveau, quelque part, modèle pédagogique. On va privilégier des contrôles en cours de formation plutôt que les contrôles terminaux, exclusivement les contrôles terminaux. Ça rythme, et c'est ce que disait Henrietta. On veut aussi de la flexibilité là-dedans. S'il y a un imprévu, on veut pouvoir dépasser la deadline parce qu'on a une bonne raison de le faire, on ne peut pas le faire. Donc voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a bien situé cette phase à un moment donné dans l'évolution du modèle d'enseignement de notre université, avec effectivement des choses qui sont consensuelles, d'autres qui le sont moins. Dans les choses consensuelles, on en a parlé. Les examens blancs, c'est systématique. Les annales des années antérieures, ils les volent, quoi. On leur donnait pas. Donc certaines associations d'étudiants s'organisaient pour se les diffuser entre eux, aux grandes dames des enseignants qui pensaient qu'ils allaient pouvoir réutiliser le semestre suivant sans trop d'adaptation. Donc voilà, il y a des choses il y a des lignes qui sont en train de bouger là-dessus. Juste
Un point pour les obligations. Quand j'ai dit pas d'obligation, c'était pas d'obligation de présence dans les cours synchrones. Donc, c'était très spécifique. Ils se rendent compte qu'il faut des obligations, ils veulent des choses exigeantes. Mais je pense que cette diversité, justement, c'est quelque chose de très important à comprendre et à essayer de créer un cadre qui puisse répondre. On ne va pas pouvoir répondre à tous les besoins, mais offrir la flexibilité individuelle dont tout le monde a besoin. Et comme vous avez dit, ils ont besoin de ce cadre pour continuer, pour travailler. Mais il peut être adapté, on peut dire, mais demandez, si vous avez besoin d'autre chose, demandez juste une semaine avant et on reparle. Et c'est ce qui se passe, on a beaucoup de profs qui acceptent de faire ça et les autres s'y tiennent et ça les aide à avancer. D'autres? Vous avez des questions sur le chat? Voilà, il y en a deux. Le nombre d'étudiants qui ont répondu à l'enquête du mois de juin 2020, on était environ de 560 étudiants sur une population de 2300, ça fait un petit 25% sur les étudiants qui ont répondu aux enquêtes en ligne. Hein. Et puis, donc la dernière, je vois, c'est sur le bimodal, comodal. Pouvez-vous nous en dire plus sur la mise en œuvre technique et pédagogique? Est-il secondé par un tuteur? Quel outil? Combien d'étudiants et combien en présence? Ok. La technique Zoom, puisque c'était la technique de la distance, donc simultanément l'enseignant dans la salle avec un partage d'écran comme on le fait ici, hein, donc cette situation de bimodalité, soit en présence, soit à distance, est relayée par un outil audio, vidéo, partage d'écran, chat. Micro, alors quand on a démarré ces séances en bimodal simultané, c'était un petit peu du bricolage. On essayait du matériel Logitech, vous savez, avec les caméras, des haut-parleurs qu'on pouvait déposer sur les salles en présence. On a essayé des micro-cravates, on a essayé plusieurs choses. Aujourd'hui, on est passé à des installations en plafond avec une marque allemande que je ne citerai pas, mais qui est d'excellente qualité et qui permet de capter sans micro de table à la fois le son de l'orateur, le son des étudiants dans la salle. Donc là, il y a des technos qui sont très intéressantes au niveau de l'audio, qui sont un peu coûteuses, mais qui sont très efficaces pour la solution technique. Combien d'étudiants à distance et combien en présence? Alors, je veux dire que ça dépendait de l'état sanitaire, ça dépendait du moment. Entre des restrictions fortes ou des restrictions faibles, on va dire que dans nos étudiants, si je regarde les cours de droit, le master de droit, on était sur une proportion d'environ 25 à 30% d'étudiants en présence. Donc le complément à distance, ça a évolué. Ça a évolué au cours du temps. Les premières réalisations étaient technologiquement pas très abouties. Donc les étudiants ont un peu délaissé la présence, puis sont revenus un petit peu plus tard, lorsque les dispositifs techniques ont été davantage au point. Donc voilà, l'ordre de grandeur des participants en présence et à distance. Statistiquement, on a trouvé, il y avait à peu près 30% qui disent qu'ils veulent revenir et qu'ils veulent venir en présence, et en pratique, ça donne 20%. Ça semble à peu près. Est-ce que vous avez le taux de réussite des étudiants qui venaient en présence? Alors là, comme on a perdu le contrôle des présences et de la participation, parce qu'on a abandonné en fait cette pratique. On n'a plus pu faire ce suivi. Ouais. Nous, on l'a fait. Normalement, ils étaient censés venir une semaine sur plus. Des jauges à et très vite, on est tombé à 20% de présence. Donc, du coup, il fallait s'inscrire. Et de façon assez étonnante, ceux qui étaient en présence ont beaucoup mieux réussi que ceux qui restaient chez eux. Enfin, il n'y a pas de surprise non plus. Hein. La motivation. Mais même par rapport, donc ceux qui étaient présents,
Que ceux qui étaient présents à distance. Ça, c'est plus compliqué à savoir. Oui, parce qu'il faudrait savoir. Voilà. La question de Thierry Spriet, c'était est-ce que les étudiants en présence ont mieux réussi que les étudiants à distance? Il semblerait donc, Thierry, que la réponse soit oui. Voilà, soit oui pour les présences, parce que eux, vous pouvez les vérifier, c'est inscrit. Maintenant, on ne peut pas savoir si vraiment ils étaient derrière leur écran ou pas. Mais en fait, c'était surtout qu'il y en a qui étaient plus motivés pour suivre votre cours. C'est un effort de venir. Tout ce que tu dis n'est pas retenu pour ce soir. Non, mais c'est sûr. Sauf par Sur la réalisation technique, sur ce bimodal aussi, il y a la question, est-ce que le prof était tout seul? La réponse est non. Le prof n'était pas tout seul. Le modèle d'unidistance, c'est une équipe enseignante composée d'un chargé de cours qui a la responsabilité scientifique, pédagogique du cours, et un assistant qui a des fonctions de médiatisation, de réponse aux questions dans les forums, et puis d'aide technique. Donc, dans ces séances en bimodal, on avait la plupart du temps le chargé de cours et l'assistant dans la salle, avec des fonctions, vous savez, hein, et des fois il y a une charge cognitive importante parce qu'on est en train de donner le cours et qu'on est en train de répondre aux questions. L'autre assurait des fonctions plutôt techniques et inversement, puisqu'il se changeait le rôle, il changeait de rôle selon l'activité pendant la durée du regroupement. Voilà. Sur la recherche qu'on a fait, c'était super important. Après, on a eu aussi des situations hybrides d'équipes enseignantes avec le prof en présence et l'assistant à distance, et qui, lui, interpellait, surveillait les questions dans le chat, et quand il voyait que la personne en présence n'avait pas vu les questions, interrompait et mentionnait les besoins des étudiants à distance qui étaient dans le chat, parce que bien évidemment les étudiants pouvaient prendre la parole, mais peu l'ont fait. Les étudiants à distance ont peu pris la parole, ils ont préféré le chat bien souvent. Et ça marchait mieux du point de vue, quand c'était organisé, demander qui a une question, donner peu de réactions, alors que toutes les activités qui étaient vraiment bien structurées en sous-groupe, etc., ont bien fonctionné. Merci.